Bonjour à tous. Je vous présente Jean-Sébastien Dieu qui va vous parler de monitoring de tests en Python pour optimiser votre code, comme c'est inscrit là. Et merci pour votre présence et à toi Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comme ça a été indiqué, je vais vous expliquer ce qu'on a pu faire à CFM autour du monitoring de performance des tests et plus précisément autour de la consommation des ressources dans le cadre notamment de tests qui peuvent être spécialement gourmands. Donc on va se positionner déjà dans un petit contexte. On va tous être des développeurs Python et on va se donner une mission, ça va être d'implémenter une fonction qui va être critique d'un point de vue des performances. Alors, on va rester sur quelque chose de simple dans cette présentation. Et au niveau donc, de cette ressource, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir vérifier qu'on consomme le minimum de mémoire possible et si possible qu'on exécute dans un minimum de temps possible. Donc c'est assez compliqué à voir en Python, puisqu'en règle générale, en Python, on n'est pas trop là pour aller optimiser les performances. Mais dans certains cas, on peut être amené à vraiment être assez regardant sur la consommation de la mémoire. Donc du coup, il y a plusieurs questions qui vont arriver. Déjà, la première, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir prouver de manière assez fiable que ce qu'on met en place, ça a l'air de répondre quand même à notre problématique. Dit autrement, que notre algorithme va arriver à fonctionner de manière adéquate. Le deuxième point, ça va être de suivre la consommation des ressources. Donc là, on a parlé de temps, on a parlé de mémoire. Ce n'est pas des choses qu'on arrive à faire facilement, du moins de manière industrielle en Python. Idéalement, si on pouvait être capable de comparer les runs, ça pourra aussi nous aider sur l'analyse de notre algorithme et de ce qu'on a fait de bien ou de pas bien. Et éventuellement, si on s'appuie sur des librairies externes, s'assurer que pendant leur gestion et leur cycle de vie ou quand on veut les monter en version, qu'on arrive justement à fonctionner de manière toujours adéquate par rapport à notre requirement. Donc, si on prend un paquet qui fournit en fait une fonction, par exemple, qui va tester de manière intensive si un nombre est premier ou pas, donc ça peut être quelque chose qui est utilisé en crypto, même si on ne va pas réimplémenter la roue. Un test trivial pourrait être donc celui qui est indiqué, donc c'est du PyTest pour ceux qui ne connaissent pas. Le gros point, c'est que en 7 lignes, on est capable d'arriver à faire un certain nombre de tests. Et j'ai mis donc justement des use cases, donc des cas triviaux, des cas, on va dire, normaux et des cas où là, vraiment, on a besoin de commencer à avoir une petite puissance de calcul nécessaire. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement trivial comme test. On peut utiliser toujours du time it si on a besoin pour arriver à estimer le temps qu'on va passer en moyenne. Ça fonctionne, c'est une méthode qui est assez faiblarde, on va dire, d'un point de vue industriel. Et l'autre gros problème que l'on va avoir, par contre, c'est au niveau de la consommation de la mémoire. Là, on ne va pas avoir de solution toute belle, toute prête, même s'il y a des paquets qui existent. À automatiser dans les tests, ça peut être assez compliqué. Du coup, on a créé PyTest Monitor, dont le but est justement d'arriver à injecter ces sondeurs directement au niveau de vos tests, sans qu'on ait quoi que ce soit à changer. Donc, il a très peu de requirements, il s'appuie autant que possible sur des libs standards. On va avoir 3 autres requirements pour arriver justement à dépioter les problèmes d'accès à la mémoire, les temps d'usage CPU. On va utiliser SQLite pour arriver justement à générer, à historiser justement ces différents runs de manière assez sommaire mais relativement efficace. L'un des gros avantages que l'on va avoir, c'est que l'overhead qui pourra être induit reste assez contenu. Donc on a des résultats qui sont assez acceptables sans dire que l'on va tomber dans le benchmark. Si vous avez besoin d'un benchmark, il faudra avoir une solution un peu mieux taillée pour pouvoir faire ça, puisque ça va être un peu plus sensible justement aux éléments et aux perturbations extérieures. Donc ça a l'air prometteur comme ça, donc on va quand même juste essayer de l'installer. Donc on a 2 méthodes, soit on utilise du Conda pour ceux qui connaissent, donc on récupère directement depuis CondaForge, soit on va pouvoir justement utiliser pip, et là c'est directement disponible sur PyPy. Maintenant, si on veut relancer les résultats, l'obtention des résultats, donc on va faire tourner le plugin comme on lance PyTest normalement. On est simplement capable ici de rajouter des tags pour savoir justement exactement ce que l'on veut tester. Donc c'est rien d'autre qu'une petite information qui vient se rajouter au niveau de la session, donc ça va être historisé directement dans la base et dans les résultats. On peut ne pas le mettre, ça n'a aucune incidence sur le run.
Et ensuite, ici, je lui dis directement, en fait, où est la base sur laquelle on veut stocker donc, tous ces résultats-là. Donc ce qu'on voit, c'est que ça prend à peine plus de temps, je crois qu'il y a une centaine de millis à tout péter. Et il a fait tourner les tests justement sans qu'on ait besoin de rien changer. Donc ça, c'est quand même un gros avantage sur des grosses bases de code existantes. On est capable justement d'estimer donc, toutes les ressources qui ont été consommées sans justement avoir à changer une seule ligne dans nos tests. Donc chez nous, à CFM, on va avoir des composants qui ont un peu plus de 8000 tests, donc ça a été quand même un vrai soulagement de ne pas avoir de code à modifier. On a dit qu'on avait une base de données, donc si on l'exploite et qu'on la regarde, hein, on est capable donc, de récupérer absolument tout ce qui s'est passé pendant le run. Donc là, je me suis juste concentré sur le test le plus problématique, donc celui avec le plus grand nombre. Et on voit en fait tout ce qu'on peut récupérer. Il y a encore beaucoup d'autres paramètres. On peut récupérer des informations, notamment de la machine, si vous avez besoin de comparer les runs sur différents contextes d'exécution. Et on va avoir donc accès directement au paramétrage du test, donc c'est ce qu'on appelle le variant. Le fichier qui contient ça, les différentes ressources que l'on voudrait vérifier. Et voilà, on a tout le listing. L'un des petits problèmes, c'est que ça demande, on va dire, une certaine connaissance. Ça va demander une certaine connaissance, de la structure en fait de la base de données. Donc, par rapport à la demande initiale, on n'est pas loin d'être au bout. On est capable donc justement de tout collecter. On va être aussi capable de comparer puisqu'on va avoir accès aux différents runs. Donc là, je vous en ai montré juste un seul. L'un des problèmes, donc, comme je l'ai évoqué, c'est qu'on a besoin de connaître la structure de la base SQLite. Et pour ceux qui utilisent du X10, donc c'est une manière d'aller paralléliser vos tests pour arriver justement à minimiser votre temps de run, notamment dans une CI. Ça ne supporte pas justement la partie X10 nativement. La partie X10 est un peu plus compliquée à gérer. Donc suite à tous ces petits problèmes-là, on a décidé de rajouter une brique un peu plus simple qui ne nous obligeait pas à justement revoir profondément donc, le plugin, qu'on a baptisé donc, le moniteur serveur API. Donc ça va se composer de deux briques. On va avoir une brique qui est en fait une API un peu au niveau Python, qui va justement nous permettre d'aller ponctionner la base, qu'elle soit en local ou en remote, sur le serveur. Donc ça, je vais vous montrer ça juste après. Et sans qu'on ait besoin justement de se préoccuper du format de la base. La deuxième partie, c'est évidemment c'est le serveur. Donc avec ça, on est capable donc, de gérer en fait un storage, donc une base de manière distante. Et surtout, ça va nous permettre d'activer en fait le parallélisme puisqu'on va déléguer ça justement à la partie serveur. Donc ça s'intègre relativement bien. Donc là, je lui explique juste que je vais avoir une URL donc, qui contient donc, une instance de mon serveur. Et au lieu de lui passer justement l'endroit où je veux stocker la base, je lui explique justement où est le serveur distant. Ça continue de supporter toutes les options du moniteur et ça continue de fonctionner. Du coup, si on a besoin d'aller chercher les informations, on est capable donc, de les requêter donc, directement dans un langage un peu plus haut niveau, donc, qui est le Python, c'est un peu plus sympathique. On va pouvoir exploiter donc, d'une la puissance de ce langage-là, mais aussi toutes les librairies de visualisation ou d'exploitation des données. Donc là, par exemple, on va pouvoir récupérer donc, toutes les métriques qui concernent donc, le test sur lequel on souhaiterait évidemment se concentrer. Et on va convertir ça en fait en data frame. Donc avec ce data frame-là, je vais avoir accès à des informations donc, de mes sessions de run. Donc c'est elles qui vont porter, par exemple, le niveau de SHA-1 de votre code. Ça va être elles qui vont porter les différents tags que vous avez pu mettre sur les lignes de commande, donc pour vous aider à savoir justement quel algo vous avez essayé de mettre en place. Et ensuite, on va avoir donc les différents champs qui nous intéressent au final sur les deux modèles, donc que ce soit le modèle de la session ou le modèle des métriques. Donc du coup, comme on passe par du Pandas, on est capable donc, de visualiser donc, la consommation des ressources. Donc là, à gauche, vous avez par exemple sur l'exemple que je vous ai donné, on va avoir donc, le temps total passé justement à faire tourner donc, les différents tests. Et
En abscisse, vous allez avoir les différentes versions de votre code. Donc là, on est sur du Git, vous avez les SHA-1, et on voit qu'au fur et à mesure des évolutions qu'on apporte, on commence à casser donc, la courbe de consommation du temps. On a un peu de temps quand même à y arriver, alors que du côté de la mémoire, c'est un peu plus rapide. On voit qu'on est parti avec un algorithme vraiment très naïf pour les grands nombres, et au fur et à mesure des optimisations, on commence à vraiment bien contenir la mémoire. Donc si on superpose tout ça, on arrive à pouvoir prendre une décision qui est quand même de se dire, ok, les deux derniers sont quand même plutôt efficaces, mais celui qui correspond le mieux à toutes les contraintes qu'on s'est posées initialement, donc c'est-à-dire le run en un minimum de millisecondes et une mémoire vraiment contenue à l'utilisation, ça nous permet en tout cas de décider que c'est vraiment ce SHA-1-là qu'il faudrait utiliser dans un contexte de production. Donc tout ça, ça arrive en fait avec un pouvoir de décision qui est porté par les historiques de vos runs, donc que ce soit en CI si vous avez envie de l'automatiser, et surtout sans changer la moindre ligne de code. Donc vous êtes capable d'avoir justement ce profilage de votre code, mais uniquement d'un point de vue des tests. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qui peuvent être importantes dans des contextes notamment de CI. Donc comme on l'a vu, c'est relativement simple d'arriver à récupérer les données, puisque ça va vous permettre justement, par le biais de Pandas, d'aller faire des choses beaucoup plus sophistiquées qu'on ne le ferait directement depuis la base. On n'a plus besoin de se préoccuper justement du modèle de mémoire, donc si demain on a besoin de rajouter d'autres informations, par exemple les processus suisses ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème, ce sera au niveau de l'API que ça va se passer. On va être en mesure de supporter aussi le parallélisme avec ce serveur-là, chose qui est beaucoup plus compliquée, comme je l'ai dit, au niveau du plugin, parce qu'on n'a pas forcément tous les hooks qui arrivent dans Pitest pour pouvoir gérer ça. Et du coup, c'est quand même un paquet qui devient de facto assez agréable à utiliser conjointement avec le moniteur de Pitest. Au niveau des use cases, donc là, je vous en ai présenté un qui est celui, je dirais, du développeur classique. On en a eu d'autres donc à CFM. Le premier, ça a été sur les dépendances. Donc nous, on l'a exploité initialement comme ça. On a eu une grosse migration de Pandas. On est passé d'une version à une version 1. Donc ça nous a posé pas mal de problèmes, notamment sur des fonctions de base, des comportements qui changeaient, des points d'entrée qui mettaient beaucoup plus de temps, de l'ordre de x30 parfois au niveau du temps de run. Sur des appels qui nous semblaient triviaux en fait, et dans des bases de code qui font quand même plus de 150-180 000 lignes, ça devient assez compliqué à aller chercher justement cette petite aiguille pour savoir justement où est-ce qu'on a perdu la performance. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est de facto parti sur l'idée du moniteur. On a pu comme ça voir tous les tests qui commençaient à dévier puisqu'on avait cette capacité de comparaison. En utilisant justement cette capacité de comparaison, on a pu comparer à notre base actuelle, regarder justement la nouvelle génération Pandas et voir comment ça se comportait, et regarder justement directement tous les tests qui divergeaient pour pouvoir en faire une analyse un peu plus profonde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez faire par exemple du Pitest benchmark ou même quand vous voulez faire du Pitest profiling, ce sont des solutions qui sont très efficaces, mais qui sont quand même vraiment dédiés à un use case où vous savez que vous allez avoir un problème, vous savez que vous avez une analyse à faire. Quand vous avez un peu plus de 8000 tests, tout de suite ça devient un peu plus compliqué à industrialiser. Donc avec ça, on a pu justement identifier l'agrégat de fonctions justement qu'on utilisait qui nous posait problème, donc ce qui nous a permis de porter justement la migration de manière assez rapide et de manière assez efficace, puisqu'on a réussi justement à contourner tous nos problèmes, puisqu'on les a découverts directement depuis les tests. Donc voilà, ça c'est ce que ça peut vous permettre d'obtenir. Donc c'est de vraiment bien apprécier justement les différentes versions de vos third parts pour pouvoir notamment arriver à faire un choix raisonné sur la version que vous voulez intégrer en plus éventuellement de votre écosystème. L'autre use case que l'on a eu, ça a été au niveau des tests. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on applique une charge sur un système, je pense que vous êtes tous au courant, on met ce système sous pression. Et plus on le met sous pression, et plus les applications fonctionnent de manière générale, de manière dégradée. Ça s'applique évidemment au Software Factory. Et donc, quand vous avez des tests qui vont vous demander plusieurs dizaines de gigas pour tourner, et qu'en plus vous avez du parallélisme, vous allez être confronté donc aux limites de votre machine si, par malheur, vous avez
Pitest qui décide de lancer justement les 10 tests qui vont vous consommer plus que la totalité de votre RAM, vous allez avoir un problème. Donc ça nous a permis aussi d'aller dégager donc, des profils de test. Et ces profils de test en fait, nous ont permis justement d'arriver à ségréguer nos pipelines pour pouvoir justement avoir des pipelines, on va dire, d'intégration, où là vraiment on est capable d'aller chercher dans la base et on est capable de dire oui ou non au parallélisme, ou d'arriver justement à dire moins de parallélisme, et donc de séparer tous les autres use cases, donc tests unitaires et compagnie. Ça nous a aussi permis donc, de valider donc, les nouveaux devs qui sont mis en place justement dans ces composants-là, puisque dorénavant on est capable justement de voir justement comment se comporte l'évolution donc, du code en termes de consommation des ressources, et ça nous permet de lever beaucoup plus en amont les éventuels problèmes de divergence ou de développement non raisonné, où on va vouloir par exemple charger des datasets en mémoire qui peuvent consommer vraiment beaucoup de mémoire. Voilà, si vous avez des questions, des informations, n'hésitez pas. Vous trouverez plus d'informations donc, sur le GitHub CFM Tech. Tout le code est là. Et évidemment, donc, c'est publié sur PyPI et sur Conda. Merci. Des questions ? Bonjour, merci. Bonjour. Là, vous avez parlé que les tests, en fait, ils sont vérifiés, enfin, on mesure les performances au niveau des tests. Est-ce que PyTest Monitor permet de faire une granularité plus fine? On pourrait imaginer que, par exemple, dans une nouvelle version, mon test, en fait, utilise deux fonctions. Il y en a une qui va beaucoup ralentir, mais l'autre qui accélère beaucoup. Et ça va pas se voir au niveau du test, mais si j'avais quelque chose de plus précis, comme c'est fait dans PyTest Profiling, est-ce que je pourrais voir justement Alors, l'une des idées qu'on avait commencé à regarder, donc c'est une question qui est vachement intéressante, parce qu'on se l'est posée d'ailleurs nous aussi, c'est que le moniteur, en fait, il est surtout là pour justement se prémunir un petit peu en amont justement des problèmes de divergence. Si on veut aller vraiment dans le détail, c'est plus PyTest Profiling qu'il faudrait vraiment regarder justement, voire même PyTest Benchmark si on a vraiment besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement précis au niveau des temps de run. Le problème que l'on va avoir, c'est que le moniteur, lui, s'appuie vraiment sur des technos qui sont vraiment très très basses et qui sont vraiment dédiés à la surveillance. Les use cases qu'on va avoir sont plus, par exemple, de l'ordre de je consomme, par exemple, 50 Go de mémoire sur mon test. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est dû à des enfants, des processus enfants? Est-ce que c'est dû à des threads qui font potentiellement n'importe quoi? Tout ça, le moniteur est capable de le vérifier, de comparer par rapport à un historique. C'est sa grosse force, en fait. C'est pour ça qu'on l'a conçu. Mais si vraiment tu as besoin, par exemple, d'aller vraiment dans le détail pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est plutôt le profiling. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose auquel on réfléchit de plus en plus, mais qui va demander un petit peu d'effort par rapport à la version actuelle du moniteur. On peut prendre une dernière question si vous voulez. Ou pas. Merci à tous. Merci. Merci.